Yo tout le monde, c'est Youx, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va pas mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 10, Serial Murder, Andrei Chikatilo, épisode numéro 10. Le monstre de Rostov. Je vais vous introduire justement le tueur, son enfance, ses meurtres, la fin de sa vie. Andrei Chikatilo. Il est né le 16 octobre 1936 en Ukraine. Alors tandis qu'en France, la situation à ce moment-là se rétablissait pour le mieux, en Ukraine, la famine était omniprésente et le travail était absolument épuisant. Son père, à Chikatilo, il sera enrôlé dans l'armée, mais pour servir de chair à canon. Sa mère, sur ce qu'on sait d'elle, c'était une femme bizarre. Elle lui racontait régulièrement qu'il avait eu un frère auparavant, qu'il s'était fait kidnapper par des voisins pour être mangé. Il n'existe encore aucune preuve de l'existence de ce fameux frère. Andrei, durant son enfance, souffrira longtemps de la faim, mais aussi de divers symptômes psychiatriques. On le dit, attardé mental, c'est sans doute d'ailleurs la raison pour laquelle il est toujours en retard par rapport aux autres jeunes de son âge. Maladroit et hypersensible, Chikatilo vécut une enfance solitaire. Considéré comme un bon élève, il n'obtient cependant que des résultats scolaires peu convaincants. Mais à l'époque, il passe tout son temps à lire et consacre toute sa jeunesse à la littérature. Lors de son adolescence, on découvrira que Chikatilo était à la fois un étudiant modèle et un ardent communiste. Donc même s'il échoua son examen d'entrée à l'université de Moscou, il va profiter de son passage à l'armée pour devenir instituteur et obtenir un diplôme supérieur en littérature russe. Donc en 1960 toujours, il s'installa près de la ville de Rostov, où sa plus jeune sœur le rejoignit. Bien vite, sa sœur va s'apercevoir que son frère n'avait pas vraiment l'étoffe, entre guillemets, d'un Don Juan, et que ses relations avec la gente féminine se situaient au niveau 0. C'est pourquoi elle organisa une rencontre avec une jeune fille de la région. Le mariage d'Andrei et de Faïna eut lieu en 1963. Donc quelques années vont passer ainsi. Instituteur pervers mais peu ennuyé par sa hiérarchie, il sent monter en lui une fièvre bien plus violente que son entourage puisse imaginer. Le 22 décembre 1978, il commet son premier meurtre. Sa vraie personnalité explose pour la première fois. D'abord, il acheta un taudis à côté de l'école où il enseignait. Pourquoi? Parce que le soir, par la fenêtre, il en profitait pour se masturber à la vue des jeunes enfants. Donc il va commettre son premier meurtre sur une fille de 9 ans. Donc il était parvenu à attirer l'enfant dans son appartement et voulut la violer, mais échoua. Il la poignarda alors en ressentant une vive excitation sexuelle. Donc il sera alors immédiatement suspecté, car il avait été vu en compagnie de la victime. En plus, du sang avait été retrouvé devant son domicile. Alexandre Kravchenko, un jeune repris de justice de la région, avait été arrêté par la police pour le meurtre de cette fillette. Torturé par la police soviétique, l'homme avoua les faits et fut reconnu coupable et finalement exécuté pour le meurtre de Chikatilo. Donc plus tard, Andrei Chikatilo perdit son emploi d'enseignant pour avoir abusé de jeunes garçons dans un dortoir. Mais grâce à son adhésion au Parti communiste, il retrouvera vite un travail dans une usine. Durant les 12 années qui vont suivre, il tua sans relâche, s'attaquant aussi bien à des victimes féminines que masculines. Il s'en prenait à des fugueurs ou à des prostituées qu'il repérait dans des gares ou des abribus. La plupart du temps, il les attirait sous la promesse de cigarettes, d'alcool ou d'argent. Le 3 septembre 1981, il s'attaque à une jeune femme nommée Larisa, âgée de 17 ans. Il la bâillonne avec de la terre et des feuilles pour au final l'étrangler et la violer avec son couteau, car l'homme vient de mettre au point un mode opératoire qui va le faire connaître comme l'un des plus grands maniaques sexuels du XXe siècle. Il éprouve d'immenses sensations. Parfois, il mange les organes sexuels ou des bouts de visage, comme le nez ou la langue. Le 14 septembre 1984, il fut arrêté par un policier alors qu'il abordait un groupe de jeunes filles à un arrêt de bus de Rostov. Une fouille de sa mallette révéla qu'il transportait avec lui un couteau, une corde et un pot de vaseline. Mais sa chance ne le quitta point lorsqu'on découvrit que son groupe sanguin ne correspondait pas au sperme retrouvé sur les victimes. Quelques semaines plus tard, il sera de nouveau arrêté pour un vol sur son lieu de travail et renvoyé du Parti communiste, donc condamné à 3 mois de prison. Mais sera une nouvelle fois relâché, la police n'avait aucune preuve accablante sur lui. Donc 1 an et 3 jours plus tard, le 18 août de l'année 1986. Une victime sera retrouvée enterrée dans un parc d'une ferme collective. Donc c'était une jeune fille de 18 ans. Son corps portait toutes les mutilations des précédentes victimes. Elle avait été éventrée jusqu'au menton avec un sein enlevé et ses yeux avaient disparu. Et certains chercheurs ont émis l'hypothèse que cette pénurie de victimes était due au fait que le tueur cherchait maintenant à les dissimuler.
Un an plus tard, Chikatilo tua 3 fois de nouveau. À chaque fois, l'assassinat avait lieu alors qu'il était en voyage d'affaires loin de Rostov. L'année suivante, sa première victime assassinée fut attirée hors d'un train à Krasny-Sulin. Il lui lia les mains derrière le dos, bourra sa bouche avec de la terre avant de couper le nez de son visage et de lui infliger de nombreux coups de couteau à la gorge. Il l'abattra ensuite avec une dalle de béton qu'il ramassa par terre. Le corps sera retrouvé le 6 avril de la même année. Les enquêteurs ont noté que les blessures de couteau infligées à la victime étaient semblables à celles infligées aux victimes liées à la chasse à l'homme de Rostov entre 1982 et 1985. En mai, il tua un garçon de 9 ans en Ukraine. En 1989, il tua 5 fois en l'espace de 5 mois. En 1990, en l'espace de 10 mois, il fit 9 victimes. Les enquêteurs russes trouvèrent de plus en plus de corps. Ils se rendirent à l'évidence. Un tueur en série s'était sans doute infiltré en URSS. Et le profil psychologique de l'assassin fut établi. Pour eux, il s'agissait d'un homme entre 45 et 50 ans, d'une intelligence moyenne, susceptible d'être marié ou déjà marié, et qui se caractérisait aussi comme un sadique qui pouvait atteindre une excitation sexuelle en faisant souffrir ses victimes. Le 6 novembre 1990, Chikatilo est alors intercepté, son identité est révélée mais sera une nouvelle fois relâché. Après vérification auprès des anciens employeurs de l'homme, les enquêteurs étaient en mesure de le placer dans différentes villes à des moments où plusieurs victimes liées à l'enquête avaient été tuées. Des anciens collègues enseignants révélèrent qu'il avait été contraint de démissionner de son poste de professeur en raison de plaintes de plusieurs élèves qui disaient s'être fait agresser sexuellement. Après toutes ces révélations, la police le placera sous surveillance à partir du 14 novembre 1990. À plusieurs reprises, notamment autour des voies de chemin de fer ou d'autobus. Il sera observé en train d'approcher des jeunes femmes ou des enfants isolés avec qui il engageait la conversation. Le 20 novembre, après 6 jours de surveillance, il quitta sa maison et alors qu'il errait dans les rues en tentant de prendre contact avec les enfants qu'il rencontrait sur son chemin, il fut arrêté à la sortie d'un café par 4 policiers en civil. Lors de son arrestation, Chikatilo affirmera à la police qu'il s'était trompé et se plaignait d'avoir également été arrêté en 1984 pour la même série de meurtres. Une fouille du suspect révélera un autre élément de preuve. Un de ses doigts avait une blessure. Les médecins légistes ont conclu que la plaie était une morsure humaine. On remarquera d'ailleurs que même si un os de son doigt avait été brisé et que son ongle avait été mordu, le meurtrier n'avait jamais demandé de traitement médical pour ses blessures. Une recherche de ses biens révélera une nouvelle fois qu'il était en possession d'un couteau de pliage et de 2 longueurs de corde. Le lendemain, le 21 novembre, son interrogatoire commença. Donc la stratégie, au départ, choisie par le policier pour obtenir des aveux, devait conduire Andrei Chikatilo à croire que c'était un homme malade, suscitant une aide médicale, que s'il avouait, il ne serait pas poursuivi pour cause d'aliénation mentale. S'il n'obtenait pas d'aveu, il serait contraint de le libérer. Il ne fallait surtout pas le libérer. Ils avaient vraiment 10 jours pour le faire avouer. Donc le suspect n'avoua rien et resta totalement serein. C'est alors que le psychiatre entre en scène. Il sait que s'il flatte son ego, celui-ci va se détendre et peut-être même raconter ses affreux meurtres. Et ça marche. Le psychiatre va le mettre en avant. Chikatilo parle, donne des détails précis, des détails absolument abominables. En tout, il se revendique comme l'auteur de 56 victimes, mais la justice n'en recensera que 53. Il comparaîtra alors le 14 avril 1992 devant un tribunal. Celui que tout le monde en URSS désigne maintenant comme le fou, joue-t-il un rôle pour éviter la peine capitale ou est-il vraiment dans un autre monde? Lors de son jugement, il sera placé dans une cage afin d'être séparé du reste de l'assemblée. Son avocat en revanche, lui, il est bel et bien exposé aux familles des victimes et le juge rappelle bien avant le début du jugement, à l'ensemble de la cour, de ne pas l'intimider. Mais, à longueur de journée, son client parle, chante, pousse des cris et se lève même une fois du siège pour montrer au public ses parties génitales. Cette comédie durera plus de 6 mois. 6 mois d'insultes, de rires, de larmes et 6 mois de souffrance pour les familles devant cet homme qui raconte d'une façon répugnante les meurtres et les viols qu'il a commis. Il sera alors reconnu coupable des meurtres de 22 garçons et de 31 femmes. La police croira longtemps que des crimes pareils étaient l'œuvre d'un chirurgien tant les incisions étaient précises et réussies. Chikatilo fut sorti au final de sa cellule le 14 février 1994 après un nouvel appel rejeté. On l'emmena dans une cellule insonorisée où il sera abattu d'une balle de 9 mm Makarov tirée à l'arrière de la tête. Donc les enquêteurs remarqueront que Chikatilo avait été capturé et relâché à plusieurs reprises lors de la chasse à l'homme menée dans le pays, car son analyse de sang
ne correspondait pas au sperme retrouvé sur les victimes, mais Chikatilo était atteint d'une anomalie. Son sang était de Rhesus A, contrairement à son sperme qui lui était de Rhesus AB. C'est la fin de la vidéo, espérons que vous l'aurez aimé. Voilà, j'espère que vous passerez une bonne nuit quand même, après ça. Allez, salut tout le monde, c'était Hughes.